Bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on traite un sujet qui est d'actualité, qui est le code 2D, en particulier le QR code, et on verra comment il peut s'intégrer dans la notion de stratégie de marque, avec deux axes qui sont les axes principaux. Le premier, le pilotage marketing, et le deuxième, l'aspect traçabilité unitaire, contrôle des marchés et lutte contre la contrefaçon. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut que je vous parle de QR Mobile et de Adens, qui a une actualité très récente, puisque QR Mobile est une société qui est née en 2009. Adens est une société qui dispose déjà de 20 ans d'expérience dans le domaine de la traçabilité. Les deux sociétés ont souhaité se rapprocher pour créer une solution innovante et qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Alors, je dois avoir un petit appareil par là. Voilà. Tuc. Comment je ressors de là? Je ne sais plus. Merci. Voilà qui est fait. Donc, QR Mobile, c'est une société qui existe depuis 2009 et qui a signé de nombreuses premières dans le domaine. Je vous laisse les découvrir et qui a fusionné avec Adens au mois d'avril dernier. Adens est le leader de la traçabilité unitaire. C'est une société qui traite, pour vous donner une idée, déjà 4 milliards de codes sur des chaînes de conditionnement, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, de la cosmétique ou du luxe. L'intérêt de fusionner nos deux activités, c'est de mettre à disposition des marques le sujet marketing mobile au profit du contrôle des marchés. C'est-à-dire qu'on va utiliser les millions ou milliards de scans des consommateurs dans le monde pour remonter des données stratégiques pour les marques. Alors, je vous propose de développer 4 axes. Le code 2D, de vulgariser le code 2D et puis de se recaler sur quel est le code dont on parle, parce qu'il y a une multitude de codes. De se focaliser également sur le mobile, puisque le smartphone est l'élément clé qui nous intéressera aujourd'hui. Se reposer la question des enjeux et puis de comment mener une campagne marketing mobile efficace. Et le dernier point, comment exploiter les données des consommateurs pour la stratégie de marque et puis les marchés parallèles et la contrefaçon. Alors, les codes 2D, vous en avez une multitude, hein, vous les découvrez, il en est tous les jours, il y en a même un nouveau, j'ai vu sur le salon tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y en a 5 qui sont des codes principaux que vous allez retrouver dans différents types d'activités, la logistique, la gestion électronique des documents, le marketing, la traçabilité. Vous reconnaissez celui de la SNCF complètement à droite aussi, qui est utilisé par la Dungepan également. Il y en a un en particulier qui a... j'allais dire, qui est devenu un standard mondial, c'est le QR code. D'abord parce qu'il est arrivé par l'industrie via Denso, qui est une filiale de Toyota et qui l'utilisait pour optimiser ses gestions de pièces et son stock, mais surtout parce qu'il est devenu au Japon en 2004 un outil de marketing et qu'aujourd'hui il est majoritairement diffusé sur tous les supports, que ce soit des supports print, des écrans. Il ne se conçoit plus une publicité ou un packaging au Japon qui n'a pas son QR code. Alors focalisons-nous cette fois-ci sur l'outil sur lequel on va appuyer notre stratégie marketing, qui est le smartphone des usagers. Parce que si le code barre se diffuse dans le monde entier, mais qu'il n'y a pas les consommateurs en face avec les bons équipements, ça ne sert à rien. Alors on en est où 472 millions de smartphones vendus l'année dernière, c'est énorme, c'est un objectif de 1,7 milliard de mobiles d'ici à l'année prochaine. 1,7 milliard de mobiles. Ça veut dire que en France, aujourd'hui, sur 12 millions de smartphones qui ont été vendus l'année dernière, on a une typologie de consommateurs aujourd'hui qui est représentée, je vais me retourner pour y voir plus clair, comme ceci. Alors c'est une analyse comparée entre 5 grands pays utilisateurs de code. Vous voyez que rapidement, l'essentiel de notre population cible, 18-44 ans, hein, c'est 80% des personnes qui vont utiliser le mobile et qui vont accéder au web. La tendance s'équilibre entre l'utilisation homme et femme. Jusqu'alors, c'était plutôt une tendance masculine. Ces derniers temps, elle se rééquilibre. Au niveau du niveau scolaire, on est sur des niveaux médians et élevés, et essentiellement, on le voit, 65% des personnes qui sont actives.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faut absolument s'intéresser au mobile et pourquoi c'est devenu un enjeu? Parce qu'on le note, entre 2010, vous avez les deux courbes, hein, 2010 et 2011, la question c'est à quel moment de la journée vous vous connectez à Internet avec votre mobile. Regardez l'évolution de 2011, hormis le moment du repas vers 20 h qui est un sacro-saint au niveau de la famille où on ne se connecte pas avec le mobile, on se rend compte que l'année dernière, on s'est encore connecté davantage et beaucoup plus fréquemment au mobile, enfin avec le mobile à Internet que l'année précédente. Toutes les occasions sont bonnes pour aller sur le web et chercher la bonne information au bon moment. Alors si on regarde plus précisément en France, et sur la population de plus de 12 ans, 92% de la population a un mobile, 40% de cette population a un smartphone. À la question combien se connectent sur le web, 20 millions aujourd'hui de consommateurs français se connectent au web avec leur smartphone. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que ils ont un smartphone que forcément ils vont scanner des QR codes, et vous avez raison, il y a encore un phénomène d'émancipation nécessaire en France, qui est en cours, hein. La France a un petit peu de retard. Néanmoins, aujourd'hui, l'étude la plus pessimiste que je vous ai notée ici, c'est 12,6% de mobinautes scannent un QR code. Ça veut dire que sur 20 millions, on a 2,5 millions de personnes qui scannent déjà des QR codes. Donc c'est 2,5 millions maintenant, ça sera 5 millions à la fin de l'année. Alors, je vous ai mis 4 exemples significatifs pour vous montrer qu'ailleurs dans le monde, on n'en est pas au même stade et qu'en France vont se produire les mêmes réflexes. Le premier, c'est Tesco, vous l'avez vu en Corée du Sud. Cette marque-là a augmenté ses ventes en ligne de 130% en quelques mois en recréant des linéaires virtuels directement dans les espaces de type métro, espaces d'attente, entre autres. Une autre grande marque, enfin, L'Oréal Group, grande marque qui a fait une opération pendant la New York Fashion Week, a mis les vidéos dans les taxis et a créé 7% de trafic supplémentaire et a multiplié les téléchargements de ces applications directement grâce au QR code. Plus récemment aussi, Heinz a mis directement sur ses packaging un code unique et a généré 1 million de scans et de fans de la marque. En Allemagne, MyToys, qui est un gros site de vente de jouets, a décidé de faire un QR code en Lego, un immense QR code en Lego. Quasiment une visite sur 2 est venue du QR code sur leur site et on a doublé les ventes de la marque Lego grâce à ce phénomène. Donc c'est pas un phénomène, c'est pas un épiphénomène, c'est pas une expérimentation, c'est vraiment aujourd'hui une technologie qui est prouvée, qui est éprouvée et qui est prouvée. Alors on peut se poser la question parce qu'au regard de ces 4 enjeux stratégiques, on peut se poser la question des objectifs. Donc on vous les a rassemblés en 4 thèmes. Le premier que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de renforcer ma marque, de créer un lien nouveau, interactif avec mes consommateurs, d'augmenter l'impact d'une de mes campagnes ou donner une image innovante à ma marque. Deuxième objectif, c'est de concourir. Est-ce que j'ai besoin de promouvoir mes gammes, faire découvrir des produits complémentaires, développer du flux par rapport à des points de vente ou créer des bases de données clients. Le troisième, de générer des actes de vente, de proposer des canaux de vente supplémentaires, de stimuler les achats d'impulsion et puis d'animer ces ventes. Le dernier, fidéliser. J'ai besoin de donner un accès spécifique à mes consommateurs, d'aller chercher une information clé, de retrouver des points fidélité, de retrouver des avantages en fonction de mes achats. Donc c'est un outil aujourd'hui, le QR code, que l'on va associer au mobile, qui devient incontournable parce qu'il est stratégique pour les marques. Il est stratégique parce que le QR code est déjà largement émancipé, et puis parce qu'on l'a vu, il y a un nombre croissant de connexions et qu'il permet énormément de choses. Il offre des possibilités nouvelles. Par contre, il ne supporte pas l'imperfection, et j'ai volontairement souhaité aborder ce sujet-là parce que du QR code ou du flash code, vous en voyez partout. Sauf que vous voyez beaucoup de choses et beaucoup de n'importe quoi. Les consommateurs attendent une vraie valeur ajoutée de cette technologie. Si c'est pour renvoyer sur un site PC
qui est inaccessible, qui ne s'affiche pas correctement, ou sur lequel il faut zoomer avec les doigts dans tous les sens, voire même il faut aller fouiller dans des menus, des sous-menus pour trouver l'information, le consommateur va quitter la page et ça va créer un phénomène inverse à celui que vous souhaitez, c'est-à-dire que l'expérience va être négative au regard de la marque. Donc on insistera particulièrement sur l'optimisation de vos contenus, bien définir la stratégie marketing que vous voulez adopter, la valeur ajoutée de vos contenus, qui permet au consommateur d'aller tout de suite à la bonne information. Si c'est pour chercher dans des menus ou alors revoir une publicité qu'il a déjà vue sur son écran de télé à la maison, ça n'a aucun sens. Si ça vous fait plaisir ou ça donne du prolongement à votre publicité, mais ce n'est pas ça qui va aller générer des ventes supplémentaires. Alors, on est au salon Creative Pack. Je me devais de vous faire un focus sur le packaging, c'est-à-dire que je vais aborder plus précisément le QR code qui est apposé sur un pack ou sur un produit. On ne parlera pas du print, hein, par exemple. Alors pourquoi c'est important? Parce que apposer un QR code sur un pack répond à des nouvelles attentes consommateurs. Jusqu'à maintenant, vous aviez, pour vous différencier et pour développer les ventes, vous attachez la fidélité de vos consommateurs, un packaging à décorer avec une surface, avec des codes couleurs, avec une scénographie particulière. Aujourd'hui, avec le QR code, on peut faire plein de choses. Ce plein de choses répond à des comportements consommateurs ou à des attentes consommateurs nouvelles. Je vous propose le concept de « je scanne donc je suis ». Pour se mettre dans la peau du consommateur et se dire finalement, si moi je suis une marque et que je fais une campagne code 2D, c'est à quelle fin? Je vise qui et pourquoi? Premier type de consommateur, je scanne donc je sais. Je sais, ça veut dire que je scanne mon packaging et j'accède à de l'information. L'information sur le produit, de l'information sur les filières d'origine, les labels, pourquoi pas les appellations d'origine contrôlée, ou encore tout à fait autre chose. Mais je m'informe. Deuxième typologie comportementale de consommateur, je scanne donc je gagne. C'est-à-dire que je scanne le paquet, mais à des fins personnelles, d'avoir des prix, du couponing, des remises, de l'instant gagnant, ou pourquoi pas un goodies de la marque qui m'est offert dans le point de vente le plus proche. Troisième comportement consommateur, je scanne donc j'apprends. Je viens de faire l'acquisition d'un produit de l'Azur pour les sols, je ne sais pas du tout l'appliquer, je scanne mon bidon et une vidéo de démonstration me permet d'apprendre et d'appliquer correctement ma lasure sur le sol. Je scanne donc je le dis, j'aime ma marque, j'ai envie de partager avec mes amis, avec ma famille, un nouveau produit que je viens de découvrir, je scanne et je le fais savoir. Ou alors je scanne et je le dis tout de suite à la marque, tiens, ce nouveau parfum que vous avez sorti, il est pas mal. Mais on aimerait bien trouver aussi fraises, bananes. Dernier comportement consommateur qu'il faut que vous intégriez dans vos réflexions, je scanne donc je suis sûr. Et ça c'est un point qui est important au regard des aspects traçabilité dont on parlera tout à l'heure, et puis des incidents qualité, des incidents aussi sanitaires qu'il y a pu y avoir sur d'autres filières. Je scanne, donc je suis sûr, je scanne et je connais la composition, je connais l'origine, je connais éventuellement les allergènes. Je scanne et je suis sûr que, tiens, le steak haché dont j'ai entendu parler, c'est pas celui-ci qui est concerné, donc je peux le consommer en toute confiance. Je scanne et je sais que le produit que je suis en train de consommer, c'est bien le produit de la marque, celui que j'aime, et c'est pas une contrefaçon ou c'est pas une autre filière. Et je rajouterai un quatrième point qui nous tient à cœur et je l'ai complètement oublié parce que je me suis focalisé trop sur les aspects marketing, c'est je scanne et la marque me compense un déficit ou un handicap parce que je suis en difficulté de lecture ou parce que je suis non-voyant. Aujourd'hui, je ne peux pas accéder au packaging. Je ne peux pas lire un packaging, je ne peux pas connaître ce qui est à l'intérieur du packaging et encore moins les compositions, les dates de fraîcheur. Si j'ai un QR code avec un repère, comme on l'a fait avec, et je terminerai rapidement, avec des associations de non-voyance, une personne qui est en difficulté peut repérer sur le packaging simplement avec le doigt les trois angles, les trois points. Il suffit d'embosser sur le packaging les trois angles.
passer son téléphone dessus avec une gestuelle de recul, accéder à un contenu qui est vocalisé. Et donc je sais quel est le produit, je connais les dates de fraîcheur et je connais tout un tas d'informations que me met à disposition la marque. Alors, on s'est posé la question du comportement des consommateurs, on s'est posé la question du code 2D, on s'est posé la question des objectifs marketing. Il y a une autre question qu'il faut que vous vous posiez et qui est clé, qui est centrale, c'est est-ce que je mets un code qui est unique sur tous mes produits? Ça veut dire que c'est le même message qui va être diffusé sur tous mes produits. Auquel cas, alors ça peut répondre à une première partie de vos attentes qui est de présenter une vidéo ou de présenter un jeu concours, de présenter une gamme de produits. Mais à aucun moment, je ne pourrai m'adresser à une partie de mes consommateurs ou à un distributeur ou à un pays particulier de façon à pouvoir le piloter et lui donner une information sélective. La seule solution, c'est de mettre du QR code unitaire. Alors mettre du QR code unitaire, ça veut dire que au lieu d'apposer le même QR code sur tous mes produits, j'appose 1 million de QR codes sur 1 million de produits. Aujourd'hui, on sait le faire. On le fait pour des très grandes marques de champagne ou de spiritueux. Et dans le luxe également, on sait générer 1 million, 2 millions, 1 milliard de QR codes si c'est nécessaire. QR code sécurisé avec des clés de chiffrement. L'intérêt de mettre du QR code unitaire sur les produits, il est à la fois de vous permettre de piloter vos campagnes marketing de façon ciblée. Ça veut dire que j'ai une action promotionnelle avec la grande distribution A, je peux la piloter indépendamment de l'action promotionnelle avec la grande distribution B. Je peux dans 5 minutes dire tous les QR codes de tel packaging qui sont partis chez tel distributeur, à partir de midi et jusqu'à demain 13h, je lui donne du coupon. Je ne pourrais pas le faire si j'avais un seul et même code. Alors, posons-nous la question aussi des enjeux autres que les enjeux marketing. Je sais que vous êtes concernés essentiellement par le marketing, mais d'autres enjeux se posent aussi au niveau des marques. La réglementation, on sait que la réglementation nous impose de plus en plus de contraintes d'affichage. La nouvelle réglementation qui va arriver d'ici 2014 va nous imposer aussi des contraintes de traçabilité supplémentaires. Ça nous offre moins de place sur les packaging, ça nous contraint malheureusement à devoir libérer un peu d'espace et puis à trouver d'autres solutions pour en dire davantage sur les aspects marketing. Et puis on va vers toujours plus d'éco-responsabilité, donc des packaging plus légers, moins de volume aussi d'affichage. Donc le QR code, le code 2D peut être une réponse possible, on va le voir. Au-delà de ça, tous les services de l'entreprise peuvent être impactés à un moment donné ou à un autre par le choix que vous allez faire en matière de marketing mobile et d'application du code. La direction de la marque, on va voir pourquoi, le commerce, le marketing, la production, la qualité, la logistique, jusqu'à la chaîne de distribution et au consommateur final. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, le QR code appliqué sur le packaging va me permettre de tracer mes produits, mais va me permettre aussi d'en dire davantage. Donc c'est une réponse complémentaire aux contraintes légales. Le QR code va me permettre d'adopter et d'adapter ma stratégie globale, commerciale, lien avec les consommateurs, communication transversale, traditionnelle, institutionnelle, nouveaux produits, panel test, de façon complètement globale. Le QR code va nous permettre aussi de faciliter le suivi des réseaux. Si j'ai mis un QR code unique, je ne peux pas faire de suivi de réseau. Si j'ai mis un QR code différent sur chacun de mes produits, je vais pouvoir piloter indépendamment et puis suivre aussi ce que fait le réseau A par rapport à mon réseau B. Est-ce que mon distributeur en Asie, finalement, il distribue les produits au bon endroit ou est-ce que je retrouve des produits sur des marchés qui ne sont pas les bons? Je peux le faire grâce à du QR code unitaire. En matière de marketing, on l'a vu tout à l'heure, ça nous permet de cibler et de travailler nos opérations de façon indépendante. Au niveau de la production, se produit un phénomène nouveau qui rejoint les directives internationales. Je suis de plus en plus confronté au besoin d'interfacer mes données de type ERP, SAP, etc., avec mon produit.
parce que le consommateur veut connaître l'origine, veut connaître la fraîcheur, veut connaître pourquoi pas la composition, les allergènes, etc. En même temps, si on ne fait pas ça, si on n'interface pas les données de notre code avec la production, à aucun moment on pourra dire tiens, finalement, le produit qui devait se retrouver à Shanghai, il se retrouve à Sydney. En termes de qualité, c'est pareil. Si je mets des QR codes unitaires sur mes produits, l'avantage, c'est qu'au lieu d'aller détruire un lot complet de produits sur lequel il y a eu un incident, je sais isoler ces produits-là et dans 10 minutes, pouvoir afficher quelque chose de différent sur le téléphone de mon consommateur, qui sera rassuré ou à qui on va inviter de ramener son produit dans un point de distribution locale. Dernier point, c'est d'assurer la traçabilité entre la logistique et vos distributeurs, et de suivre également ce chaînage. Et un dernier sujet que j'ai rajouté hier en écoutant France Info, un journaliste disait « Moi j'ai de plus en plus de mal à trouver un vendeur quand je vais en grande surface. Il n'y a plus de vendeurs, ils ne connaissent plus les produits. » Oui, c'est vrai. Si je mets un QR code et que le QR code va me renseigner sur le nuancier, sur l'application de ce produit chez moi, eh bien je compense du coup le déficit de connaissances ou le déficit de présence de mes vendeurs. Le dernier point, et c'est le plus important, c'est de remonter les informations qui viennent des scans de nos consommateurs et de fournir aux marques l'analyse de ces données, de façon à ce qu'elles puissent ensuite réintroduire dans leur stratégie marketing ce retour d'informations. Voilà comment ça fonctionne. Les marques génèrent leur code, créent des contenus, les consommateurs scannent. Automatiquement, on le verra tout à l'heure dans le dernier sujet, on récupère les scans de ces consommateurs, alors de façon complètement confidentielle, on ne récupère aucune donnée du consommateur, mais par contre, on sait à quel endroit, on sait quel est le produit qui a été scanné, à quel moment. Deuxième point, on analyse les retours marketing, ce qui nous permet de piloter après les contenus et d'ajuster les contenus en fonction des attentes de nos consommateurs. Alors, 5 étapes pour piloter vos campagnes. C'est une synthèse de ce que vous devez avoir en tête avant de vous lancer dans ce type de stratégie marketing mobile. Générer mes codes, je le fais moi, c'est libre de droit, vous pouvez le faire sur le web. Ça sert absolument à rien. En plus, ce sont des générateurs qui ne sont pas sécurisés. Pour la petite histoire, nous on facture jamais de QR code, noir et blanc. Donc, si vous voulez des QR codes sécurisés, appelez-nous, mais ne le faites pas sur le web. C'est dommage. Ils peuvent très bien être redirigés vers autre chose dans 2 mois, autre chose qui n'est pas le contenu que vous aviez décidé à l'origine. Est-ce que je le design ou pas? Est-ce que je le design pour intégrer une identité graphique de ma marque, ou est-ce que je le laisse brut en noir et blanc? Définir les objectifs marketing, on les a vus tout à l'heure, renforcer, conquérir, générer du trafic, des ventes et fidéliser. Mettre en ligne vos contenus, et on insistera sur la qualité du contenu et sur la compatibilité avec les mobiles. Rien n'est plus désagréable que de scanner et de se rendre compte que ça ne s'affiche pas sur mon téléphone, tout simplement parce qu'il n'est pas compatible avec la photo ou la vidéo qui a été mise en ligne sur le site. L'avant-dernier point, on l'a vu tout à l'heure, c'est de piloter mes codes. Qu'est-ce que je leur fais dire? Est-ce que je leur fais dire à tous la même chose? Ou est-ce que je vais les piloter indépendamment, ou par pays, ou par distributeur, ou par lot, ou par promotion, ou parce que tiens, j'ai une grande marque qui vient de m'appeler et de me dire que j'ai ça de stock encore dans le rayon, et on a des DLC qui commencent à être courtes. Et bien dans 5 minutes, je peux dire, tiens, sur tous les téléphones de mes consommateurs qui vont scanner les produits, j'affiche du coupon. Et puis on en affiche 50, et au 51e, on coupe. Parce qu'on estimera que le stock est terminé et puis qu'on a mené une action commerciale efficace en temps réel avec le distributeur. Dernier point, c'est d'analyser les statistiques et puis d'optimiser vos contenus en fonction des retours de vos campagnes. Alors, le sujet du contrôle des marchés et de la lutte contre la contrefaçon est clé. On se rend compte que ça ne concerne pas que des produits de luxe, ça concerne aussi en France des produits de grande distribution traditionnelle, également la pharmacie, sur laquelle il y a également de la contrefaçon en France. Le tabac, 20% du marché du tabac en France est traité par des marchés parallèles et c'est une vraie catastrophe pour l'économie.
Je vous ai mis deux chiffres. Le marché de la contrefaçon, juste pour la France, c'est 1 point de PIB, c'est 6 milliards d'euros de pertes pour les marques. Alors on le voit dans ce graphe qui nous vient de l'analyse des douanes européennes. Vous avez vu l'explosion en 2010 du nombre de produits contrefaits. On n'a pas les chiffres de 2011, mais j'imagine que c'est encore au-delà de 2010. En termes de produits, alors vous aurez du mal à le lire, mais on retrouve les vêtements, les cigarettes, les chaussures, tout ce qui est bagagerie, les montres, téléphones mobiles, etc. La provenance des pays est à droite. Alors tout ne vient pas de Chine, hein. Il y a d'autres pays qui génèrent de la contrefaçon. Concernant les marchés parallèles, ou ce qu'on appelle aussi les marchés gris, ce ne sont pas que des marchés qui sont traités par des ventes sur le net ou par des mafias qui sont organisées sur des réseaux opaques. Le marché parallèle, c'est tout simplement un distributeur à qui vous avez promis des prix particuliers pour des volumes de vente, qui s'est engagé à vendre ces volumes-là, et qui finalement ne les vend pas sur son marché local, mais qui va les vendre sur d'autres marchés. Et ça vous crée une différenciation en termes de prix, d'achat, sur des marchés qui ne sont pas les bons, avec des difficultés aussi à contrôler et à respecter les engagements que vous avez avec vos distributeurs locaux. Et puis ça crée au-delà une perte de marge, puisque quand vous en vendez 500 000 à un prix bas, c'est pas la même chose que si vous en vendez 5 fois 100 000 sur 5 canaux différents avec 5 fois de la marge supplémentaire. Alors les solutions de lutte contre ces deux phénomènes sont simples. Il faut adopter la stratégie que l'on a vue tout à l'heure, c'est mettre du code unitaire sur les produits. À partir du moment où vous allez mettre du code unitaire sur les produits et que ce code unitaire est sécurisé, qu'il est défini par nous et connu uniquement de nous, il répondra à la fois aux attentes marketing et à la fois aux problématiques de contrôle des marchés et de lutte contre la contrefaçon. On n'empêchera jamais la contrefaçon, mais on va pouvoir l'identifier plus facilement. La solution consiste donc à générer des numéros de série ou des codes, data matrix, QR code, etc., peu importe. Avec certaines grandes marques de champagne, on décide de mettre du data matrix parce qu'elle exporte plutôt dans tel ou tel pays où le data matrix est plus présent que le QR code. Ailleurs, au Japon, on mettra du QR code par exemple. C'est complètement neutre. L'enjeu derrière, c'est de pouvoir piloter ces codes et de pouvoir les interfacer avec nos systèmes d'information et puis de dire, bah tiens, ce code-là, c'est tel type de distributeur qui a dû le recevoir. Normalement, le pays théorique de destination, c'est celui-ci. Comment ça se fait qu'on vient de scanner 500 bouteilles qui normalement devaient être à Sydney et puis qu'on retrouve à New York. Si elles ont juste pris le vol aérien, c'est pas un problème. Mais si c'est une zone localisée, qu'on se rend compte que 500 fois le même type de produit chez le même distributeur ne se trouve pas au bon endroit, on a identifié immédiatement un marché parallèle. Alors pour ce faire, on utilise le 1,7 milliard de smartphones que l'on a vu tout à l'heure d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un consommateur va scanner vos codes, automatiquement, on va identifier le type de produit, on va localiser non pas sa position, on n'utilisera pas sa puce de géolocalisation, sauf si elle est activée et qu'il le souhaite, mais au moins son pays de connexion, la zone de connexion, et on va pouvoir croiser ça avec les données théoriques de distribution. Alors ça impacte la direction industrielle, puisque c'est une contrainte, entre guillemets, supplémentaire, de se dire il faut que je mette du code sur mes produits. L'intérêt, c'est que l'on développe en amont des partenariats avec vos imprimeurs et que ça ne change absolument rien pour vous. Sur vos chaînes de conditionnement et de fabrication, il n'y a pas de perte de productivité, il n'y a pas de coûts lourds supplémentaires. Que vous imprimiez un packaging vide ou un packaging avec un code unitaire, pour l'imprimeur, c'est exactement la même chose. Par contre, après, il faut mettre au moins des éléments de lecture pour pouvoir identifier le packaging qui se présente, et puis l'associer aux informations qui sont dans le système d'information. Je vous en prie. Non. Alors oui et non. La question c'est quand on fait du QR code unitaire, est-ce qu'on est obligé de sticker chacun des packs? Oui, si on ne l'a pas prévu en amont et qu'on est obligé de rajouter une machine qui vient appliquer des stickers, mais ça va coûter une fortune et ça va vous faire perdre en productivité.
Non, si on l'a prévu en amont, puisqu'on travaille, nous, avec 80% des grands imprimeurs auxquels vous faites appel, en France en tout cas. Ils ont déjà l'habitude d'intégrer nos fichiers. Ce qui fait que de façon dynamique, ça n'impacte pas la productivité et ils vont vous livrer des packaging qui sont déjà porteurs du QR. Après, c'est vous qui allez décider de brancher ce packaging-là, ce code-là, avec un pays, avec un lot, avec une destination ou avec autre chose. Donc, et pour reprendre ce que vous disiez, on le voit sur certains produits, vous avez un sticker qui est apposé actuellement, parce que, bon, on fait des tests, hein, certaines marques se lancent dans j'appose un sticker sur mon produit et puis je regarde ce que ça donne. C'est bien parce que c'est visuel, ça incite aussi le consommateur. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut quand même lui proposer un texte ou lui proposer une alternative, à ce moment-là, lui proposer une valeur ajoutée. C'est scanner pour gagner tel goodies ou scanner pour accéder à la recette de la dernière création de saumon, etc. Alors, si je puis me permettre encore une question, je suis novice dans le domaine de l'impression. Comment peut-on imprimer sur un volume de 1000 feuilles un QR code différent sur chaque feuille? Si on est sur de l'offset, par exemple, je ne sais pas. Hein. Alors, comment on fait pour imprimer chaque fois les imprimeurs travaillent avec des machines qui sont en capacité d'intégrer nos fichiers. C'est-à-dire qu'en amont, lors de la réalisation offset, vous avez raison, lorsque les plaques sortent, on ne va pas faire une plaque à chaque fois qu'on fait un QR. Par contre, il y a une partie des machines numériques qui vont générer automatiquement l'impression du QR. C'est-à-dire que si on leur livre 2 millions de QR codes, elles vont sortir à la vitesse et à la cadence du numérique les 2 millions de packaging. Donc ce n'est pas un problème pour les imprimeurs. Au contraire, même, les machines d'impression sont déjà faites et prêtes pour imprimer du QR, pour imprimer du data matrix ou autre chose. Posez la question à votre imprimeur, vous allez voir que lui, il attend que votre go. Hein. Il sait faire. Je vous en prie. Le deuxième point sur lequel il faut s'interroger, c'est, ok, sur mes lignes de fabrication, j'ai déjà un ensemble d'équipements. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les équipements qui sont en place? Et puis, comment on pilote ces équipements? J'ai un SAP, est-ce que je peux le faire communiquer directement avec mes codes? Oui, c'est possible. Pour vous donner un ordre de grandeur, hors équipement, parce que ça dépend complètement des chaînes de conditionnement que vous avez en place, hors équipement, quand je vais générer 2 millions de codes et les appliquer sur mes packaging, pouvoir les suivre, les isoler, les tracer, ça me revient à moins de 1 centime. Dans certains cas même, on est à 0,34 au plus bas centimes. 0,0034 €. Donc c'est complètement indolore en termes de coûts supplémentaires pour le pack. Contrairement à si j'applique un sticker, par exemple, qui va me coûter du temps de production, il me faire baisser mon taux de rendement synthétique, mon taux de rendement volume, et puis en plus, il y a le coût de l'achat du sticker. Alors, 6 points qui sont clés et sur lesquels nous avons une maîtrise et que nous pouvons mettre à votre disposition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier point, c'est la chaîne d'impression. On travaille déjà en amont, on a l'habitude. Les plus grands imprimeurs sont aujourd'hui compatibles avec nos outils. On sait leur envoyer des millions de codes. Vos imprimeurs, on sait également les accompagner et les aider pour mettre en place ces technologies-là. Le deuxième champ de maîtrise fort, qui nous vient de la société Adens aussi, c'est ses 20 ans d'expérience sur les chaînes de la cosmétique et de la pharmacie. C'est aujourd'hui Adens qui marque les millions de boîtes de médicaments que vous avez entre les mains, sur lesquelles vous voyez des codes, CIP13, du code data matrix, etc. Donc on sait aujourd'hui imprimer, on sait aujourd'hui suivre, lire à très haute cadence sur les chaînes. Les 2 points de droite, la logistique et la distribution, vous échappent complètement, et à nous aussi. Mais à partir du moment où on a chaîné ces codes-là avec vos codes habituels carton et vos codes palettes, automatiquement, on sait remonter les informations de vos circuits de distribution. Les 2 derniers points sont clés, le lieu de vente et le consommateur final, puisque c'est bien l'intérêt de tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'outils, c'est une fois que mon produit est arrivé chez mon distributeur, qu'il l'a déballé et qu'il le met en rayon, dès que le consommateur scanne un produit, immédiatement,
la marque est informée. Alors on n'inonde pas la marque avec de l'information en temps réel, par contre on fournit du reporting, des analyses et lorsque c'est nécessaire, par contre des alertes en temps réel. Admettons qu'on vient détecter 50 fois un scan dans un pays qui n'est pas le bon, on ne va pas dans un mois pour lui sortir un reporting. On va immédiatement générer une alerte à une personne dédiée dans l'entreprise, qui fera après le nécessaire et qui aura les outils pour faire une analyse objective de ces marchés et pouvoir influencer telle ou telle négociation avec tel ou tel distributeur. Bon, voilà, nous sommes référents GS1 depuis longtemps, référents ISO aussi. Toutes les solutions et tous les codes que l'on vous met à disposition sont conformes au référentiel ISO. Il va de soi. Je vous laisse découvrir quelques marques parmi nos clients. Donc vous découvrez des grandes marques du luxe, entre autres, mais aussi de la grande distribution, ou des produits alimentaires. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé de respecter le timing. J'y suis parvenu. On a 10 minutes, si vous le souhaitez, d'échange. Le prérequis, c'est que le produit soit scanné. Si le produit n'est pas scanné, on a... Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un enjeu pour le consommateur. On l'évoquait dans les toutes premières diapositives. Je vous ai dit, faites pas n'importe quoi avec vos codes. Si c'est simplement pour mettre un code dans un coin du packaging ou même sur un print, de façon plus générale, et qui n'est pas accompagné d'un message, d'une information, où est l'intérêt du consommateur? S'il a l'impression que c'est un code barre en plus dans un coin d'un paquet, il ne va jamais scanner. On faisait la remarque avec une grande banque récemment qui nous disait moi je veux faire une campagne de QR code. Ok, pourquoi? Pour doper mes téléchargements d'applications iPhone et puis pour capter davantage de clients sur le mobile. D'accord? Vous allez la faire sur quoi? On va mettre un code identique sur les affichages, sur des flyers, sur du gratuit, sur de la presse spécialisée, etc. On leur a dit non, faites pas ça, c'est dommage. Mettez des QR codes différents sur chacun de vos supports. Donc il y a un QR code sur le print, gratuit, un QR code sur l'affichage rue, un QR code sur les flyers, et puis le quatrième sur des supports électroniques. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on a pu remonter et piloter indépendamment chacun de ces canaux de communication. Et qu'on a pu leur dire, vous voyez, vous avez mis 10 000 € sur du gratuit, c'est pas ça qui vous a généré le plus de connexions et le plus de trafic. Donc ça permet après d'optimiser sa communication et se dire, le bon support pour moi, pour ma marque, en termes de marketing, c'est ça. C'est ça qui génère le plus de scans de consommateurs. Après, il y a un autre phénomène, c'est la façon dont on va mettre en scène le code. Encore une fois, et on l'a fait pour de grandes marques de produits électroménagers qui ont lancé une nouvelle gamme, mais sur laquelle on n'avait pas le droit de citer et de les conseiller. Mettre un QR code tout petit dans un coin de page, sans explication, sans rien, alors que c'est une vidéo derrière, c'est dommage. Il faut le mettre en milieu, sur la page, avec le bouton play, de façon à ce que le lecteur de la publicité se dise, oui, ok, tout de suite je vais scanner et je vais voir ce produit en action. Alors, la question, pour y répondre complètement, il faut aussi prendre un petit peu de recul et regarder ce qui se fait dans le pays historique du QR code, qui est le Japon. 80% des consommateurs scannent des QR codes au Japon. C'est plus facile de scanner un code d'ailleurs que de composer un numéro de téléphone, parce que je peux mettre autre chose qu'une URL. Aux États-Unis, on est à 20%. Ils ont un an d'avance. En France, on l'a vu, on est à 12%. On ne se posera pas la question dans un an ou dans 2 ans. Tout le monde mettra du QR sur son packaging. La question, c'est quelle est la marque qui proposera le meilleur scénario, le plus de liens avec son consommateur, des solutions de fidélisation, etc. Rien n'est pire que de dire allez, je mets du QR code et puis je mets la copie de la publicité qui passe à la télé en ce moment. C'est dommage. Oui. Un QR code, c'est un code
en 2D, c'est ça? Oui. Et la différence par rapport au 3D? Alors, code 3D pour moi c'est du marketing pur, parce qu'il n'y a pas de code 3D, le code 3D n'existe pas. Les seuls codes qui existent aujourd'hui, c'est des codes que l'on lit non plus avec des barres verticales, mais que l'on vient interpréter de façon horizontale et verticale. C'est ça qu'on appelle un code 2D. Code 3D, c'est un concept marketing. Par contre, il y a une technologie que vous ne pouvez pas ignorer et qui aura du sens dans quelques années, à partir du moment où les capteurs seront présents sur tous les smartphones, c'est la NFC. La NFC, c'est ce champ magnétique, hein, c'est une boucle magnétique, qui est apposée par exemple dans le métro, quand vous allez présenter votre carte orange, entre autres, hein, qui permet de faire une communication en champ proche avec la carte et d'identifier. Un jour, on mettra peut-être de la NFC sur des packaging, mais ça coûte aujourd'hui une fortune. Il faut programmer à chaque fois que le produit passe la NFC, il faut lire que le code est bien bon, il y a du déchet, on va en jeter 1 sur 5 ou 1 sur 10, donc c'est des coûts de non-qualité pour les marques. C'est absolument pas une solution pour les 2 prochaines années. On en reparlera en 2014-2015. Pour l'instant, la solution, c'est le code 2D, parce qu'il est facile à mettre en œuvre, il coûte pas cher, puisqu'il l'imprime déjà sur le packaging, et puis il est en pleine effervescence au niveau des consommateurs. On est à peine au début de l'usage du code 2D. Est-ce que c'est possible, je ne sais pas, j'imagine, dans l'avenir, qu'on y ait code barre et QR code combined, je sais. Oui, vous voulez dire les deux associés sur le même packaging? Tout à fait. De toute façon, le code barre traditionnel tel qu'on le connaît, le code barre EAN13, il est unique par pays, par marque et par type de produit. Donc lui, il ne bougera pas. Il évoluera dans le prochain temps. Vous allez voir une nouvelle version de code barre arriver de GS1, qui atteint ses limites en termes de quantité et de numérotation. Maintenant, le code barre traditionnel, il est unique sur tous mes paquets, quelle que soit la destination, dans un seul et même pays. Donc je ne pourrais pas lui faire quelque chose de personnalisé ou de ciblé. Donc on peut très bien imaginer, et c'est notre souhait aussi, d'utiliser le code 2D à des fins de communication, marketing, lien avec le consommateur, traçabilité, fraîcheur, etc. Recettes de cuisine et autres. Le code 1D, celui avec les barres verticales, le AN13, restant un code purement dédié à la caisse et à la comptabilité de la caisse et l'identification du produit. C'est comme dans les sites internet, il y a le côté professionnel et l'utilisateur. Peut-être que dans un code 2D, plus tard, on le passe à la caisse par exemple, côté professionnel, et en fait c'est mettre toutes les informations sous un même code, que ce soit 1D ou 2D. Je ne sais pas si... Alors là on a affaire à un autre problème, c'est le lobby et qui vend les codes à qui. Et tout le monde n'est pas prêt à passer sur un seul code unique et ne vendre plus que ça. Mais on pourrait très bien imaginer, on a interrogé Denso sur ces sujets-là, parce qu'on a plein de clients qui nous disent « ouais mais c'est compliqué, parce que quand on fait un vêtement, on change de couleur, on change de référence, on change de pays, il faut changer de code AN13, c'est lourd. Est-ce qu'on ne peut pas tout mettre dans un seul et même QR code ?» Oui, on pourrait, on peut mettre 7000 caractères dans un QR code, donc on pourrait très bien imaginer que tout soit prêt pour les différents pays, les différents distributeurs. D'ailleurs, les caisses de vos supermarchés aujourd'hui savent lire du QR code. Elles sont juste bridées pour ne pas le lire. Mais on pourrait paramétrer la caisse de n'importe quel supermarché pour qu'il puisse lire du QR code. C'est une volonté après de GS1 et des distributeurs. De compatibilité avec les différents smartphones. Comment peut-on vérifier cela? On n'est pas professionnel, donc on a plein de prestataires dans le salon. Comment savoir? Oui. Alors, deux solutions. Soit vous avez les compétences en interne. Certaines sociétés aujourd'hui ont recruté des développeurs qui sont montés en compétences sur les technologies mobiles. Il faut savoir que les technologies mobiles, c'est un peu ce qu'on a vécu sur le PC il y a 10 ans.
Il y a les versions d'Android, et il y en a pléthore. Il y a les versions Apple, iOS, et il y en a 5. Il y a les versions de Symbian, il y a les versions des autres opérateurs. Il y a la version de Microsoft qui, certes, est en perte de vitesse, mais qui existe aussi. Donc c'est complexe aussi pour certains développeurs de se dire, finalement, est-ce que j'ai la capacité à rendre compatible mon contenu sur tous les téléphones? Et puis, si j'exporte en Chine, on sait que c'est majoritairement de l'Android. Si je suis aux États-Unis, au Canada, en Australie, ça va être de l'iPhone. Si je suis en Amérique du Sud, c'est du Symbian. Donc, selon mes pays, en plus, j'ai cette problématique-là. Donc, soit vous avez les compétences en interne, soit vous vous appuyez sur des agences web qui sont montées en compétences sur les technologies mobiles, soit vous appuyez sur des technologies comme les nôtres, où on fournit à nos clients des plateformes qui sont compatibles avec ces outils-là, qui sont des CMS, où on va simplement créer son contenu, poser sa vidéo, développer ses pages, et puis publier ensuite le contenu en ligne. Donc vous fournissez le support, c'est ça, et on met le contenu? Alors, en fait, dans nos solutions, il faudrait que je revienne un tout petit peu en arrière pour l'illustrer. On est capable, même en amont de cette chaîne-là, je vais remonter sur la partie campagne. Voilà, on fournit l'ensemble de ces étapes. C'est-à-dire qu'on est capable de vous mettre à disposition des plateformes professionnelles pour générer vos codes, voire pour designer vos codes si c'est un design simple. Si c'est un design complexe, ce sera fait par des designers de chez nous ou des prestataires d'agences de communication à qui on aidera la montée en compétences. La deuxième étape, c'est de travailler avec vous et de vous accompagner sur vos contenus de façon à ce qu'ils répondent bien aux objectifs marketing de départ. Donc c'est plus de la prestation d'accompagnement et de conseil. Pour les différents smartphones. Différents la question c'était sur un contenu lisible par différents smartphones. Voilà. Alors là on parle du contenu, mais on ne parle pas de la façon dont on va l'afficher. La façon dont on va l'afficher, c'est la troisième étape, c'est de vous accompagner aussi pour que ce qui soit mis en ligne soit digeste et compatible avec tous les téléphones. Si j'ai un BlackBerry qui fonctionne dans un mode portrait un peu plus ancien, il faut que ça s'affiche correctement. Si j'ai un iPhone dernière génération, il faut que j'exploite correctement toute la taille de l'écran de l'iPhone, la qualité haute définition, etc. Et ça, c'est un travail complexe. Il y a près de 10 000 terminaux mobiles, il faut le savoir, en circulation dans le monde, différents. Quand on fait la multiplication du type de terminal multiplié par le nombre de versions mobiles, multiplié par les tailles d'écran, le nombre de gestion des couleurs, la compatibilité des vidéos, c'est un vrai enjeu. Tout le monde n'est pas capable de développer sur des contenus mobiles compatibles 100%. C'est différents formats pour différents à travailler. Alors, on tendra vers une standardisation, l'HTML5, CSS3, etc. Mais il faudra 2 ans, 3 ans pour que ça devienne un standard de développement et que les équipes de développement soient complètement au fait de ces technologies-là. Pour l'instant, il faut être accompagné par une société qui a l'habitude et qui a déjà des experts dans ce domaine. Ce qui m'intrigue un peu, c'est s'il y a une modification de contenu, il faudrait chaque fois revoir tous ces experts et faire cette non. On peut faire Non. La plupart du temps, je l'ai enlevé sur le visuel. Juste avant la flèche à gauche, j'avais symbolisé le CMS. Beaucoup de nos clients nous disent « mais moi, j'ai pas envie d'être dépendant de vous, d'avoir à chaque fois à repayer des journées de développement. Est-ce que je peux pas gérer moi-même en back-office mes contenus ?» Dans ce cas-là, oui. On remet à disposition une plateforme avec un accès, un login, mot de passe, et vous gérez de façon complètement autonome vos contenus, sans avoir à être dépendant d'un prestataire. Dans d'autres cas de figure, pour aller plus loin, certaines grandes marques, en particulier du luxe, nous ont dit « mais nous, on a déjà nos prestataires. Est-ce qu'on est obligé de passer par vous ?» Non. Non. Aujourd'hui, on a une technologie qui est complètement compatible avec vos prestataires en place. On va leur mettre à disposition les millions de codes sécurisés. On va leur mettre à disposition aux imprimeurs ces codes-là. Vous pouvez très bien travailler avec vos agences habituelles. Simplement, on se mettra en relation avec elles pour que ça passe par nos filtres d'analyse et que vous puissiez piloter vos campagnes et remonter les données sur les marchés, sur la traçabilité, etc. Mais vos contenus, vos développements peuvent très bien être faits avec un prestataire externe.
Je vous en prie. D'autres questions? Merci pour votre écoute active.